Ok. Ben, bonjour à tous. Je suis content de vous voir, ceux qui sont en présentiel et puis tous ceux qui sont en distanciel. Et donc, effectivement, on a une petite équipe à Nancy, à l'Université de Lorraine, qui travaille sur ces questions des expériences exceptionnelles. Là, je vais vous parler d'un travail que j'ai fait par ailleurs et qui est déjà publié. Mais en fait, j'ai oublié. Alors, qu'est-ce que je devais dire? Oui. Juste sur le bout de la langue. Ouais, c'était métapsychique. Non, mon mémoire. Non, non, c'est ça. Oui, je vais vous parler de la métamémoire en fait. Et il se trouve que dans la salle, vous avez Bertrand Meus. Je n'ai même pas besoin de mettre une photo. Vous avez juste à vous retourner pour certains, qui est un historien et un philosophe et un sociologue d'une certaine façon du somnambulisme artificiel, des recherches psychiques qui ont été faites en France depuis 1784 jusqu'à 1930 environ, et il s'est intéressé à des voyants, notamment à des médiums, à des somnambules qui avaient des capacités de perception, on va dire extrasensorielle. Le livre sur lequel je m'arrête, c'est un livre un peu particulier dans lequel il fait de la métanomie comparée. C'est une méthode qu'il innove, qu'il invente, qui consiste à comparer, du coup, les trajectoires, les performances de voyants de l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine, avec des cas comme la Pythie de Delphes, Alexis Didier, qui est un voyant prodigieux du XIXe siècle, Leonora Piper, Stéphane Sowiecki, Joseph McMonagall, qui est toujours vivant et qui a aidé le gouvernement américain dans le cadre de projets de parapsychologie militaire, et puis d'autres personnes comme ça, et puis notamment une voyante française que vous connaissez qui s'appelle Maud Christen. Donc en fait, tous ces personnages appartiennent à des contextes culturels variés et ont été étudiés de différentes manières, mais ce que Bertrand Meus vient affirmer, c'est qu'ils présentent tous la même structure d'expérience en ce qui concerne la métagnomie, la faculté de connaissance paranormale. Et du coup, il a prolongé cette recherche assez récemment avec un travail sur Proust, décrit comme un voyant, ou en tout cas très informé de ce qu'est la voyance. Donc voilà quelques-uns des travaux clés de Bertrand Meust à ce sujet. Et l'hypothèse qu'il va dégager, je prends une citation très simple, c'est « Tout se passe comme si les clairvoyants se remémoraient, faut que je tienne bien mon micro, à travers un voile des souvenirs, de faits, d'événements, de lieux, de personnes dont ils ne devraient pas avoir pu prendre connaissance. » Donc cette structure d'expérience commune à toutes les époques et à différentes cultures, c'est finalement une sorte d'analogie, d'isomorphie entre la voyance et l'acte de se souvenir, ou ce qu'on appelle également anamnèse. Par exemple, lorsqu'on recherche un nom qu'on a sur le bout de la langue, c'est ce qu'on produit en fait de l'anamnèse, et la seule différence avec la voyance, ce serait que le souvenir qui est la cible n'est pas quelque chose de proximal, à portée de main en apparence, mais la cible de la voyance, du voyant, est distale, elle est supposément hors de portée. Alors, si j'oublie rien en cours de route, je vais vous proposer de résumer ce que dit Bertrand Meus des principes qui gouvernent la métamémoire, ce fonctionnement-là, et de vous donner une illustration à partir d'une étude qualitative d'un essai de remote viewing, vision à distance. Le terme que j'emploie n'est pas forcément très connu, le terme de percipience, qui est notamment développé par le médecin et parapsychologue François Favre. Donc, je suis en train d'éditer un livre posthume qu'il a travaillé sur ces questions. Et donc, pour lui, c'est vraiment pas qu'une analogie, cette comparaison entre le souvenir et la voyance, c'est un isomorphisme. C'est la même structure de phénomène. Et si, habituellement, quand on parle de voyance, on exclut le souvenir et on exclut également les prédictions rationnelles, par définition, pour François Favre, le souvenir, c'est une auto-post-cognition. Ça veut dire qu'il y a des cibles intrapersonnelles que j'ai en moi, dans le passé, qui n'est pas réel, qui est ailleurs. Et la métagnomie, c'est une sorte de super mémoire qui va amener le sujet à connaître des informations qu'il aura à un moment donné. Et donc, il a pour lui une auto-prémonition. Il va être en contact avec lui-même, mais dans le futur. Donc c'est
à chaque fois le souvenir trivial et la voyance, la métagnomie, des percipiences qui diffèrent, qui sont même à l'opposé d'une perception classique. Ce sont des anti-perceptions, puisqu'une percipience ne résulte pas d'informations qui remontent par les sens, elle résulte d'intentions qui sollicitent les sens par un processus descendant, top-down, et c'est donc une sorte de voie efférente et non de voie afférente qui est ici mobilisée. Donc la percipience se présente davantage comme une sorte de participation télépathique. Le sujet se connecte avec un lui-même du futur ou du passé par télépathie, même si c'est une auto-télépathie. Alors, c'était un peu technique, ça va l'être encore davantage, puisque les principes de la métamémoire, vous voyez, ils sont très nombreux. Alors, je vais vous les décrire une fois, puis je vais vous les illustrer. Donc, en jonglant entre des exemples dans cet ouvrage de Bertrand Meeus d'anamnèse triviale et de métanomie, Bertrand va décrire des règles d'accès au souvenir cible à travers ce qu'il appelle une matrice métamémorielle. Le souvenir, en fait, apparaît enveloppé par un réseau d'informations congruentes, corrélées entre elles, dans lequel je vais cheminer pour arriver jusqu'à ma cible. Et cheminer à travers ce réseau, ça nécessite un effort de maintenance qui va assurer la cohérence de la trajectoire mentale. Je sais ce que je cherche et je vais y arriver, mais il faut que je garde le cap. L'ensemble du réseau forme un tout qui possède une signification complète qu'on appelle l'image mère. Il y a une image globale qui va décrire ce réseau et qui s'exprime en fait partiellement dans chacune des images intermédiaires. C'est comme si finalement toutes les formes, toutes les formulations plus ou moins équivoques, élusives qui se présentent à moi disent quelque chose, sont corrélées avec ma cible, avec la signification globale. Donc ces images intermédiaires, elles montrent une intention de signifier, des petits pas vers le message qui sont analogues à une mise en scène. Quand vous avez une pièce, vous voulez faire comprendre quelque chose et c'est par un ensemble de détails que vous l'amenez. L'entrée dans cette matrice métamémorielle peut se faire simultanément par plusieurs voies, par un nom, par une image, un lieu, une date, un stimulus qui fait office d'amorçage multisensoriel comme la Madeleine de Proust. Et ces différentes entrées, ces différentes voies peuvent ne pas paraître d'emblée connectées entre elles. Ces multiples entrées peuvent même arriver tellement simultanément qu'on a le sentiment d'une sorte de pluriprésence dans la matrice. On approche de ce souvenir par différents canaux. Le souvenir cible fonctionne, lui, du coup, comme une sorte d'attracteur. Si on renverse la perspective, il attire le processus afférent d'anamnèse, mais la trajectoire qui va, moi, me guider vers ce souvenir, elle est indéterminée. On ne peut pas la prévoir. Et il y a dans cette trajectoire une sorte de déterminisme spatial imaginaire qui va être employé à la manière du palais mental qu'on utilise comme moyen ménotechnique pour se souvenir d'un certain nombre de choses. Donc vraiment une spatialité qui se retrouve. Et puis le sujet peut décrire, c'est ce qu'on va retrouver dans le livre de Bertrand, par plusieurs exemples, des stratégies de détour avec des images périphériques qui ne conduisent pas directement à la cible, mais qui lui permettent de toucher d'autres nœuds de la chaîne et de progresser dans cette matrice. Et par exemple, ça va être le passage du sens propre d'un mot à son sens figuré, la traduction d'un mot dans une autre langue, le passage du verbal au sens sensorimoteur, etc. Il y a une autre stratégie qui est visible, c'est la prise de champ, une sorte de mouvement centrifuge où je m'éloigne un petit peu de ce que je suis en train de trouver pour contourner un obstacle parce que je bute, j'arrive pas à trouver un nom, j'arrive pas à retrouver exactement la chose. Quand les associations sont bloquées, vous allez voir, il y a des tentatives comme ça de prise de champ. Donc ce processus d'anamnèse, il apparaît quasi automatique. D'habitude, je fais pas très attention à comment je chemine dans ces souvenirs, mais malgré tout, la volonté peut intervenir par des efforts de concentration afin d'éviter de s'égarer dans des carrefours de sens, Et donc le sujet, le voyant notamment, vous allez voir, peut parfois peser la pertinence de certaines voies, laissant se décanter ses choix et aux différents embranchements. Voilà. Il va parfois d'ailleurs donner souvent l'impression de tourner autour de la cible,
sans être capable de nouer ensemble les informations qu'il a, à la manière d'un amnésique, et en fait c'est plus précisément ce qu'on appelle une aphasie anomique, techniquement. Voilà. Donc parfois le voyant parvient au souvenir cible, autrement il ne fait que s'en approcher, et d'ailleurs vous allez jouer vous-même à ce petit jeu, puisque vous aurez l'occasion, à partir de la description que le voyant va donner, d'essayer de deviner la cible qu'il décrit tout du long. Alors, une façon de représenter un peu la chose, Bertrand Mees va montrer qu'il y a dans cette transe, dans ce moment-là de voyance ou d'anamnèse, deux consciences antagonistes qui se manifestent tout au long du processus. Il y a une conscience imageante qui va générer des nouveaux liens avec des images qui détournent de la cible, qui sont des faux souvenirs, des fausses pistes, et une conscience mémorielle qui va se rapprocher de la cible et qui va éliminer certains liens et réduire la chaîne mémorielle, me permettant d'arriver à mon but. Et donc là, je présente sous une forme un peu différente, mais moi, j'ai associé ça avec l'oxydoréduction, comme si la conscience imageante captait des images et oxydait la métamémoire. Donc en fait, vous êtes à côté de la plaque, vous ratez en général, et la conscience mémorielle, si on arrive à la faire fonctionner, elle va céder des images, va nous en apporter, elle va réduire la chaîne mémorielle. Donc le processus permet à la conscience imageante de repartir avec les bonnes images de la cible parmi toutes celles contenues dans la métamémoire. Alors je vous donne un exemple de souvenir trivial. J'avais un ami, je l'ai toujours j'espère, mais qui cherchait le nom d'un biologiste français, et du coup il s'interroge, et la première chose qui lui vient, c'est un indice, Jacques. Il sait que c'est pas ça. C'est quand même étonnant de savoir que c'est pas ça, tout en sachant pas ce qu'il cherche. Voilà. Donc il va s'interroger, logiquement, il cherche le nom qui va avec le prénom, Jacques quoi. Et il trouve Balthazar, Tocard, Rocard. Bon, aucun lien. Et là, vous le faites aussi, hein, il identifie qu'il y a une syllabe commune et il va la mixer avec l'indice. On arrive à Jacquard. Et là, immédiatement, le prénom Albert se rajoute. Donc c'est tout simple, mais le mécanisme qui est à l'œuvre aurait pu aussi partir sur des fausses pistes. Jacques, Pierre-Paul, hein, j'aurais pu aller là-dessus. Et on peut trouver, vous, facilement aussi, d'autres exemples triviaux. Là, ce que je vous propose, c'est une séance d'un voyant français, lyonnais, qui est également formateur en remote viewing. Donc c'est une démonstration qui est accessible sur YouTube, vous pouvez la regarder intégralement. Comme elle dure 32 minutes, je vous montrerai qu'un petit extrait. Et Alexis, c'est un ami de longue date, je le connais depuis qu'il a fait Koh-Lanta. Il a été éliminé dans le carré final lors de la course d'orientation, car il s'est montré incapable de trouver les objets qui avaient été cachés par la production, qui est quand même un comble pour un voyant professionnel. Je me fais beaucoup d'amis. Alors, on va voir comment ça va dire. Cet objet, comment est cet objet? Vous voyez, je le note en toutes lettres, comme ça. Et donc, comment est cet objet? Donc, d'abord, j'ai des couleurs. Il y a du blanc, il y a du gris. Chaud max. Il y a du beige, il y a du bleu, on dirait. C'est globalement assez clair. Il y a une partie qui réfléchit de la lumière, donc je vais marquer que c'est réfléchissant. J'ai coupé, mais excusez-moi. Je vais expliquer juste un petit peu, mais du coup, il faut que je coupe le son. En fait, voilà, il y a une enveloppe dans laquelle il y a une image. C'est pas très grave si vous voyez pas le détail, puisque je vais vous le décrire de toute façon. Mais vous voyez un petit peu comment il pratique. Donc, il y a un ami qui a mis une image dans une enveloppe et il a choisi que c'était un objet. Ça peut être un personnage. C'est un exercice. C'est pas une expérience scientifique. On n'est pas là pour prouver le paranormal. On est là pour analyser la phénoménologie de ce qui se passe. Donc, comme il sait que c'est un objet, la première chose qu'il fait, là, c'est les premières minutes de la vidéo, c'est qu'il élimine tous les objets qu'il a en tête. Hein. Donc, voilà, il sait, oh là là, il y a plein d'objets non pertinents qui lui arrivent là. Donc, il les écrit. Hein, il a marqué des choses bateaux. Là, il enlève. Il enlève tout ça, et puis il se met dans une transe très légère, hein, dont il a tout à fait l'habitude, une sorte de transe d'anamnèse, hein, une attitude mentale, un effort qui vient mobiliser le corps, l'affect, mais pas qui est pas nécessairement spectaculaire, parce que là il est en transe, là, vous voyez pas, mais c'est sa transe, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence
par écrire sur des feuilles blanches devant lui toutes les pensées parasites. Et puis après, il ferme les yeux pendant une dizaine de secondes et il commence par une sorte d'exploration basique et sensorielle de cet objet. Et la première question générale qu'il se pose, c'est comment est cet objet? Bon, du fait du problème de son, je vous renvoie vers la vidéo et je vous explique un petit peu comment j'arrive à un tableau comme ça, qui est d'ailleurs en anglais, parce que j'ai publié l'article temps aperture, et du coup c'était trop galère à refaire en français. Bon, voilà. Mais en gros, vous avez des sons qui vont lui arriver, vous avez des données visuelles, vous avez des formes, vous avez des aspects tactiles, vous avez des aspects moteurs, vous avez des aspects plus cognitifs qui vont être à chaque fois des voies d'entrée, parfois simultanées. Alors ce qui vient en premier, c'est des couleurs. Il a blanc, gris, beige, bleu, on dirait. Il a une sorte de relation générale à la lumière. C'est globalement assez clair, cet objet. Il y a une partie qui réfléchit la lumière. Bon. Après, il y a un début de texture qui se rajoute dans cette séquence. C'est quelque chose de froid, de glacé même. Voilà. Donc on voit que sur ces différents aspects, il a des petits indices. Puis, sur l'idée de texture, ça se prolonge. Il va dire c'est assez lisse, c'est assez froid en fait. Bon, il y a des répétitions, mais c'est pas très grave. Il va dire c'est lisse comme du métal. Et là, comme il a écrit comme du métal, il sait qu'il a analysé sa sensation. Et il sait que ça, c'est ce qu'on appelle une construction analytique, c'est quelque chose qui se surajoute et qui vient plutôt de son esprit rationnel. Donc il l'écrit dans une colonne à part, qu'il a interprété comme étant du métal. Peut-être c'est pas du tout du métal. Ensuite, il revient sur la couleur, blanc. Il se raccroche au blanc parce que ça, il l'a senti. Et la texture, elle est rigide, elle est assez solide. Après, il va explorer la forme. Bon, c'est pas très gros. C'est fait, il fait avec ses mains comme ça, donc son corps lui donne l'information. En fait, c'est d'une taille moyenne. Il compare à des objets, alors il dit, alors c'est moins gros qu'une voiture. Voilà, il a l'information, c'est moins gros qu'une voiture. Je pense que ça pourrait tenir sur une table, c'est entreposable. Intéressant. À l'idée que c'est un objet banal, il a cette idée-là, c'est un objet banal. Mais il se dit, oulala, mais c'est une information, elle n'est pas forcément fausse, mais elle est prématurée. Elle arrive beaucoup trop tôt dans la colonne. Ensuite, il va explorer les sons. Qu'est-ce que ça fait, cet objet, comme bruit, quand on le touche, quand on l'agite? Il pose la question, comment sont les sons de cet objet? Si on touche cet objet, ça fait un bruit mat, ça résonne pas. C'est un objet qui est plein, qui est assez solide. Il n'a pas la sensation de vide à l'intérieur, qui pourrait faire de l'écho si on tape dessus. Et puis là, il revient à la texture. On voit que l'entrée sensorielle se balade de ce côté-là. Il dit, oh mais c'est artificiel. Il y a des éléments qui sont assemblés. Il y a plusieurs parties, il y a plusieurs petites choses qui sont assemblées ensemble. Et là, de nouveau, l'aspect rationnel se rajoute. Oh là là, il sait que il a la sensation de composants électroniques, comme une plaque de circuit imprimée. Et du coup, là, il y a des objets qui viennent dans sa tête, un smartphone, caméra, ordinateur. Il les écrit et les écarte. Désolé, le micro, il fait des siennes. Alors, il explique, il se parle à lui-même et il parle à la caméra. Mon mental voudrait que ce soit ça, mais je me dis à moi-même, c'est pas ça. J'arrête de réfléchir et je me pose une autre question. Quelles sont les formes géométriques de cet objet? Et du coup, il va explorer la forme à travers le dessin. Un dessin un peu automatique. Il a une sensation de quelque chose d'assez plat, d'une zone plate, lisse, brillante. Il va dessiner une ligne. Il a une idée de volume. Il commence à dessiner un rectangle. Mais le stylo insiste sur l'angle en haut à gauche de son rectangle. Ah, il dit peut-être un angle. Tiens, une notion d'angle. On dirait pas d'ailleurs que c'est forcément orthogonal. Hein. Un peu comme une pointe. C'est pointu. Il redessine la pointe, on voit sa main qui fait des allers-retours comme ça. Ah, l'angle ne fait pas 90 degrés, mais moins. C'est pointu, c'est une forme triangulaire, c'est piquant. Il comprend, à ce moment-là, de ce qu'il a dessiné l'objet qu'il a vu de dessus. Donc il se balade, il tourne spatialement autour de l'objet. Il explore la vue de face maintenant. Il dit, et maintenant, de face, qu'est-ce que je vois de face? Et là, il voit des choses rondes. Il dessine des choses rondes qui apparaissent alignées les unes aux autres. C'est bizarre, c'est un peu flou. Voilà, il s'interroge. Voilà, c'est flou. On dirait que c'est humide, brumeux. Et avec sa main droite qui tient le stylo, il fait un mouvement de va-et-vient sur une ligne. Vous l'avez pas encore, hein? Vous voyez pas? Ouais, d'accord. Il va dessiner des flèches vers la gauche et vers la droite, mouvement oscillant. Donc il commente ce qu'il est en train de faire. Peut-être quelque chose qui bouge là-dedans. Il va refaire son croquis en vue de face. Là, il voit 6 ronds connectés par une ligne, avec la main qui restitue ce mouvement. Bougeant, circulant.
Alors, je ne sais pas si c'est l'objet qui fait ça ou quelque chose à l'intérieur de l'objet qui circule, etc., etc. Je m'arrête à cet endroit-là pour vous montrer un petit peu comment illustrer les principes de la métamémoire que j'ai sollicité tout à l'heure. Vous avez un réseau d'informations congruentes, corrélées entre elles. Eh bien, ici, on a une intention de se porter vers la cible qui va découper dans l'espace mental une matrice métamémorielle que j'ai figurée par ce disque que vous avez vu. Et à l'intérieur de cette matrice, toutes les informations qui l'amènent sont congruentes et corrélées entre elles. Tout ce qu'il dit est vrai en regard de la cible que vous n'avez pas encore deviné, lui non plus d'ailleurs. Et il peut même repérer ce qui est en trop et qui vient directement de son imagination, de sa rationalisation. L'effort de maintenance, on voit comment il s'efforce d'entrer directement, continuellement en contact avec l'objet, de ne pas perdre ce lien, de ne pas s'embarquer dans des associations d'idées. Il mobilise beaucoup son corps comme ancrage avec l'objet. L'image mère, on ne l'aperçoit pas immédiatement dans cet exemple, mais parce que la technique employée vise justement à cheminer pas à pas et de ne pas explorer une intuition générale, hein, comme avec Jacques tout à l'heure. Très vite, en fait, il y a des expressions qui synthétisent l'objet à percevoir. Il va dire, c'est un objet banal. Et c'est effectivement un objet banal. Mais c'est trop prématuré, donc il le repousse. Vous avez les entrées multisensorielles, la pluriprésence qui est là. Hein, la Madeleine de Proust, c'est vraiment une odeur, un goût, une vision, un son, un toucher. Et Proust a passé 2400 pages à rendre compte de cette expérience. Là, j'ai que 25 minutes. Là, Alexis avance avec le souvenir cible, avec différentes interrogations. Vous voyez comment il a l'habitude de séquencer. Il fait une sorte d'entretien semi-structuré qui le porte. Il avance, il recule, il ajoute des petites choses. Parfois, il se répète. Le plus étonnant, c'est finalement qu'il y a des informations qui lui viennent de façon automatique par le dessin, qui ne visualise pas tout de suite. Et puis, vous avez aussi ce déterminisme spatial, imaginaire, avec la vue de dessus, la vue de face. C'est pas, vous voyez, un flash de voyance où toute l'information est contenue d'un coup. On progresse vraiment par étapes. Là, il y a d'autres choses comme la stratégie de prise de champ, etc., qu'on voit plus loin dans la vidéo. Vous aurez l'occasion de regarder. Et des moments, il va penser que cet objet est en lien avec le féminin. Et du coup, ça l'embrouille. Il dit, est-ce que c'est un truc d'esthétique? Est-ce que c'est un matériel de trucs ménagers, de ménage? Et puis, il se dit, comme c'est pour les adultes et que c'est féminin, oh, il a des idées parasites de sextoy. Oh, il a du mal à se débarrasser de ça. C'est assez rigolo. Et puis, il est stressé parce qu'il ne sait pas du tout s'il est dans le vrai ou pas. Et il y a vraiment des carrefours de sens, une décontation. Donc, il s'arrête, il élimine, il brasse comme ça. Et il est incapable de nommer la cible. Est-ce que vous en êtes capable? Est-ce que vous avez compris de quel objet il s'agit? Voilà le reste. Oui? Métronome, non. Vous avez autre chose? Pardon? Miroir, non. Montre, non plus. Non? Non, mais intéressant. Sèche-cheveux, non? Ok, bon, ok. Vous voyez, là, c'est la version encore plus complète. Il va éliminer sextoy, les produits ménagers, il va éliminer le maquillage. Il va rentrer encore avec plus d'informations. Et du coup, c'est un fer à repasser. Voilà. Vous verrez, c'est assez bluffant. Alors, pour dire, il a triché, il avait déjà l'information, mais jouons le jeu. Et en fait, c'est assez rigolo. Donc, cette approche phénoménologique, on pourrait l'employer. Il y a tellement de cas de voyance qu'on peut analyser comme ça. Là, j'ai tenté de schématiser, j'ai tenté de montrer les choses. Je repère 7 entrées pour ce cas de figure. Parfois, sur d'autres cibles, il a plus d'entrées. Il y a 17 sous-entrées qui viennent lui donner des informations. Il y a des émotions personnelles. Il dit, par exemple, qu'il l'aime bien. En fait, effectivement, il aime bien parce que ça sert à faire beau, ça sert à faire joli. Et puis, c'est quelqu'un qui est assez apprêté et qui, effectivement, enfin, même s'il a dit que c'était féminin, il le regrette un peu après parce qu'il l'utilise aussi. Et puis, il a des informations assez précises. Vous les regardez, elles sont toutes cohérentes. Donc, là, voilà, c'est une démonstration en temps très court, avec plein de feuilles qui volent. Hop. Ce que je voulais faire, c'est effectivement vous montrer ce rapprochement entre chercher un souvenir d'un nom qu'on a perdu et la métagnomie qui nous paraît un truc tellement impossible. Et en fait, finalement, c'est un petit jeu qui utilise les capacités ordinaires de l'esprit humain, donc une sorte d'unité de la cognition normale et anomale qu'il reste à étudier davantage. Et cette matrice métamémorielle, c'est vraiment
une base théorique qui va nous permettre peut-être de penser ces mécanismes, ces étapes, et qui répond à une logique anticausale. C'est peut-être ça le plus gênant, c'est qu'il y a une finalité. La cible, c'est l'attracteur final d'un processus téléologique. C'est une information du futur. C'est pas une cause qui nous amène à la cible, c'est un futur, et comment on se rapproche de ce futur, comment on converge vers une finalité. Alors ça pose des questions sur mais où il va chercher ces informations. Mais de base, en fait, où est-ce que vous allez chercher vos souvenirs? Où sont-ils stockés? Sont-ils véritablement dans votre cerveau, dans les cellules qui, tous les jours, se renouvellent? Ou alors sont-elles ailleurs? Hélène Berger, François, pour le coup, le frère d'Henri, qui a travaillé sur la mémoire, et notamment dans les camps de concentration où il était, parle d'une intemporalité psychique. Il y a vraiment pour lui quelque chose, peut-être même de l'ordre d'une télépathie avec un aspect immatériel. Et en réalité, le terme de perception sensorielle que j'ai utilisé au départ, je n'aime pas du tout, parce que ici, il s'agit vraiment de réminiscence. Pour prolonger ces recherches, j'offre 3 pistes pour des chercheurs qui auraient du temps et des moyens. On n'a pas toujours ça. Des études comparatives de l'anamnèse triviale et de la percipience, du coup en métagnomie. Ça peut être fait comme là je l'ai proposé, mais aussi une sélection de sujets, par exemple hypermnésiques ou hypertimésiques. Ce sont des hypermnésiques de type autobiographique. Tout moment de leur vie, sans effort, ils peuvent le rappeler. Et donc travailler avec ces gens-là pourrait permettre d'avancer, parce qu'ils arrivent à faire ce tri qu'Alexis a appris à faire entre conscience imageante et conscience mémorielle. Et puis, sur des sujets plus communs, qui n'ont pas forcément ces capacités-là, est-ce qu'il n'y aurait pas des méthodes d'entraînement à la percipience qui suivraient simplement ces moments ordinaires de ancrage au corps, bifurcation, etc., par des exercices aussi mnémotechniques qui, en améliorant la mémoire, améliorent la percipience. Et je vous remercie d'avoir toujours su. Merci. Merci beaucoup. Avant de prendre une question dans le public, je vais te poser une question peut-être très très naïve, parce que je crois que j'ai compris la moitié de ce que tu as expliqué au début de ta présentation. Mais est-ce qu'on peut parler d'intuition dans ce que tu proposes ou pas? L'intuition, c'est comme la transe, hein. C'est vraiment le concept chewing-gum. Alors Léo, si t'es dans la salle, excuse-moi, qui fait sa thèse là-dessus. Mais il l'utilise notamment, Alexis travaille avec Iris Consulting, Alexis Champion aussi, c'est un autre chercheur, fait une école de l'intuition et de la vision à distance, remote viewing, simplement parce que c'est un peu passe-partout. Il y a de l'intuition bien étudiée sur un plan cognitif neurologique, il y a une intuition qui semble quand même plus paranormale parce que les informations sont difficilement rationnellement accessibles, et pour le coup, finalement, si c'est juste pour avoir un concept intermédiaire, oui, c'est utile, mais pour être plus précis, je préfère du coup parler de percipience. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui. Oui, il y a un certain Bertrand Meus qui veut me poser une question. J'étais pas préparé. Merci. Merci Renaud pour cet exposé, pour cet effort assez remarquable de glisser mon modèle dans le langage technique de la parapsychologie. Je dois dire que je comprends mieux mon modèle depuis que je te l'ai entendu exposer. Bon, je voudrais dire quelques mots sur Henri Ellenberger, parce que c'est vraiment quelqu'un, donc Renaud a dit, c'est le frère François du coup, c'est le frère d'Henri. C'est le frère d'Henri Ellenberger, ce que j'ai découvert récemment. Bon. Après coup, évidemment, je me suis dit, bah oui, c'est logique. Mais c'était un géologue. C'était donc un scientifique. Il a été fait prisonnier en 40 pendant la débâcle. Il est resté 5 ans dans un oflag. Donc les camps de, c'est pas un camp de concentration, c'est un camp de prisonniers pour les officiers. D'officiers, ouais. Il a connu là notamment un homme assez remarquable qui est le philosophe Raymond Ruyet, qui est un des plus grands métaphysiciens du XXe siècle pour moi, enfin à mon goût, à mon sens, je veux dire. Et Ellenberger a beaucoup fait il a utilisé sa pensée dans ses livres. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est dit foutu pour foutu, je suis là pour un temps indéterminé. Donc, il était dans une situation d'isolation parfaite.
pas de livres, pas de contact avec l'extérieur. Il s'est dit, je vais utiliser ce temps pour plonger dans mes mémoires. Et c'est une immense odyssée personnelle d'Henri Ellenberger qui lui a permis de reconstituer ce modèle. Tout à fait. Voilà. Je vais pas mobiliser la parole plus longtemps, juste donner un exemple à propos d'Alexis Didier. C'est une voyance dans une séance publique. Un jeune homme qui, visiblement, a un accent étranger, lui donne un paquet ficelé et, sans dire un mot, se retire dans le fond de la salle. Alexis le prend, il le palpe, il le met contre sa poitrine, contre son front, comme d'habitude. Et puis il dit, la première phrase qu'il dit, l'entame donc, c'est ce couteau a servi à faire cet objet a servi à faire des anges. Oui. À faire des anges. Personne ne comprend ce que ça veut dire. Ensuite, il élabore. Il voit que c'est un couteau. Mais donc, il y a des gens dans la salle qui essaient de le guider, puisque c'est une séance publique, qui lui disaient peut-être un bistouri. Bah oui, parce qu'il dit il y a une vibration maléfique. Ce couteau a servi à couper de la chair humaine. Quelqu'un dans la salle lui dit mais c'est peut-être un bistouri. Il dit non, c'est pas ça, c'est pas un bistouri. Et puis il va suivre le processus que tu viens de décrire. Et puis finalement, il arrive à la décantation. Il dit voilà, ce couteau a servi à quelqu'un qui tuait les enfants, un meurtrier d'enfants. Et alors à ce moment-là, le jeune homme qui était dans le fond de la salle se rapproche et, ruisselant de sueur et d'émotion, il dit voilà, ce couteau a servi à un tueur d'enfants célèbre qui a été jugé en Suède, qui s'appelait Papavoine. Et donc, vous voyez le cas typique là, il est entré dans le sens propre, c'est-à-dire le couteau qui a tué des enfants, par la métaphore. C'est un cas de l'entrée dans le processus. Voilà. Oui, c'est-à-dire Alexis Didier pouvait capter l'image. Voilà. Et voilà. Et donc souvent, ces voyances commencent par une image mère comme ça qu'il ne comprend pas lui-même et qui va chercher à élaborer exactement comme le montre Ellenberger. Enfin, non. Alors, voilà, donc juste un mot pour moi, j'ai regardé les processus de ma propre mémoire, je fais comme Ellenberger, j'étais pas dans un camp de prisonniers, mais tout le monde peut faire ça. Ouais, mais enfin, ça prédispose pas forcément ce type d'exercice. Bon, alors voilà, merci Renaud. Ouais, merci. Merci.